Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astrologie Indienne. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Denis Labouré. Donc, c'est une vidéo un petit peu particulière puisque je suis avec la personne qui m'a tout enseigné, tout appris en astrologie. Alors, Denis Labouré, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais tout simplement te présenter? Que dire? On me demande souvent d'où est venu votre goût pour l'astrologie. Mhm. Alors, je vais répondre quelque chose qui peut paraître un petit peu étrange. J'ai été élevé par mes grands-parents dès que je suis né, pour diverses raisons, parce que mes parents habitaient Paris, j'ai été très malade à la naissance, on m'a envoyé à la campagne, bref. Bon. Et dès que j'ai su marcher, mes grands-parents étaient paysans, et dès que j'ai su marcher, la nuit, je me levais, et puis ma grand-mère venait me chercher dans le jardin parce que j'étais en train d'applaudir la lune. Voilà, donc ça, elle m'a toujours raconté cette histoire-là, et du coup, elle me ramenait évidemment dans mon lit. Bon, heureusement que je n'ai pas été psychanalyse à cette époque parce qu'on aurait cherché pourquoi je la fuyais et ainsi de suite. Bon. Donc, après, à l'époque, quand on était pré-ado, il y avait beaucoup de bandes dessinées qui se vendaient. Maintenant, sont surtout des albums. Mais à l'époque, tous les mois paraissait toute une série de bandes dessinées, Ivanhoé, Placide et Museau, etc. Et donc, j'achetais l'Ivanhoé. Alors, c'était pas tellement l'Ivanhoé qui m'intéressait le plus, mais c'était surtout Merlin. Parce que D'accord. Merlin était en train d'intervenir et puis disait l'étoile du chevalier Lancelot. Ah, parce que c'est mélangé un peu Lancelot, Ivanhoé, tout ça à l'époque. Donc, l'étoile du chevalier Lancelot a pâli dans le ciel, il est prisonnier chez les hommes du Nord. Alors, moi, j'étais tout à fait bouche bée devant. Et puis, je me disais que si on pouvait le faire, si Merlin pouvait le faire, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le refaire. Et donc, après, j'ai commencé à m'acheter des revues d'astrologie. Donc, j'ai vraiment commencé l'astrologie en 71, donc ça faisait quoi, 16 ans. Et des revues d'astrologie. Alors, les revues d'astrologie étaient beaucoup plus nombreuses à l'époque, et surtout, même les revues populaires, je pense à Horoscope, par exemple, Oui. Astre, il y avait aussi Astral, etc., avaient des articles techniques, simples, mais techniques, c'est-à-dire que Vénus dans les maisons, Vénus Hmm. en aspect. Voilà. Et donc, j'achetais tous les mois, puis je découpais, puis je me faisais mes fiches, et puis je me faisais une petite cuisine de cette façon-là. D'accord. Après, c'est devenu plus organisé dès que j'ai pu. Quand je dis dès que j'ai pu, c'est-à-dire dès que j'ai eu des moyens un petit peu plus Oui. financiers pour m'acheter des bouquins. Bon, à l'époque, bon, il n'y avait rien à Saint-Étienne, évidemment, par correspondance, il n'y avait rien non plus, hein, ce n'était pas Amazon. Et j'allais en stop à Lyon, et là, j'achetais un livre d'astrologie qui Hmm. régulièrement disparaissait parce que mes parents étant violemment opposés à ces sujets-là, euh, dès qu'ils mettaient la main ou sur un pendule ou sur un bouquin d'astro, ça se retrouvait dans la chemise de nuit de ma mère ou dans un placard planqué. Donc, je me suis pas mal battu. Et puis après, eh bien, j'allais souvent en Angleterre à l'époque. Dès que j'avais des vacances scolaires, j'aimais bien Londres et puis je m'étais fait des amis. Et du coup, là, j'écumais les librairies à Londres. Je revenais avec plein de bouquins. Bon, ben, l'anglais, comme chacun sait, personne n'a appris l'anglais au lycée, hein. Donc, du coup, je prenais un dictionnaire et puis les mots, au-dessus des mots, je marquais au crayon le sens du mot. Et puis, au moins, on était motivé, hein. Et à ce moment-là, j'ai été membre d'une association anglaise. Il y a Oui. deux grandes associations anglaises, une plutôt un petit peu scientifique, entre guillemets, statistique, etc., et l'autre très traditionnelle de mentalité, la Loge astrologique de Londres, Hmm. qui avait été fondée par Alan Leo, donc j'étais membre de celle-ci. Les deux d'ailleurs s'entendant très bien à l'époque. Et voilà, il y avait des conférences régulières. C'est là que j'ai connu Olivia Barclay, ma prof à qui je dois tout en astrologie horaire, parce que c'est une lignée, j'insiste bien là-dessus. Et ouais, Jeffrey Cornelius, à qui je dois d'avoir compris dès l'âge de 17 ans que l'astrologie était un art divinatoire, Hmm. c'est-à-dire consistant à interroger
interroger le divin, comme le mot l'indique, et non pas une espèce de vague science naturelle qui étudiait les influences cosmiques dont les vilains scientifiques ne voudraient pas reconnaître la réalité. Voilà. Donc j'étais très marqué par ces personnages-là qui étaient hauts en couleur. D'ailleurs, Jeffrey Cornelius et deux, trois autres ont réussi à faire en Angleterre un master en université, organiser un master qui est sur l'astrologie. C'est-à-dire que vous pouvez passer à l'époque actuelle, donc ce que la France n'a jamais réussi à faire. Voilà, donc Olivia Barclay, Jeffrey Cornelius, et puis en même temps, en France, il y avait un gros problème, c'est-à-dire que il y avait tout un courant qui montait et qui expliquait que tout ce qui était tradition était acheté aux chiens, que la prédiction, ça n'existait pas, qu'on ne pouvait que lire le caractère d'un individu dans son thème. Bon, je voyais bien que c'était contredit par d'autres parce que mon premier salaire, je l'ai passé à acheter la collection entière des cahiers astrologiques de Volgin, où là, on avait vraiment de l'astrologie. Et puis, à Londres, j'avais acheté des revues d'astrologie indienne et là, je voyais très bien que ici, on m'expliquait qu'on ne pouvait pas faire. Voilà. Donc, non, on ne peut pas prédire, non, on ne peut pas trouver date, non, on ne peut pas faire ci. J'avais mes revues d'astrologie indienne où ils faisaient ça tous les jours. Et non seulement ils faisaient ça tous les jours, mais quand on prenait les prévisions mondiales de Raman au mois de janvier, après, on pouvait prendre un crayon et puis cocher au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure que ça survenait. C'était tout à fait impressionnant. Oui, c'est ce Donc, que c'est tu me pour disais par rapport à Raman, excuse-moi de te couper, ce que tu me disais par rapport à Raman, qu'il était vertigineux dans l'astrologie mondiale, véritablement. Et voilà. Ça a dû vraiment euh, être en contradiction avec justement le courant qui était justement à la mode un petit peu en France. C'était quoi comme courant d'ailleurs? Oh, ben, je ne vais pas donner de nom, mais disons que, en gros, un courant qui se caractérisait par deux caractéristiques. La première, c'est chacun réinventait l'astrologie pour ne pas avoir à l'étudier. C'est-à-dire que, alors que la boulangère peut dire je suis scorpion, deuxième décan, ces astrologues-là, si on leur disait à quoi servent les décans, ils n'en avaient pas la moindre idée. Par contre, ils expliquaient leur système qui était le nouveau système révolutionnaire. Ils ne le comprenaient pas, c'était bien regrettable, mais avec quelques incarnations supplémentaires, peut-être qu'on pourrait arriver à comprendre. Donc, il y avait ça. Et puis le deuxième, c'était la réduction de l'homme à son petit moi. C'est-à-dire que, ce qui est d'ailleurs dans toutes les traditions spirituelles, la partie la moins intéressante. Mais ça, on l'oublie souvent. Et donc, réduire le thème à la lecture des mécanismes des psychologiques, des programmations. Alors, je dis tout de suite que je n'ai rien contre la psychologie, que mon premier job, c'était enseignant pour enfants handicapés mentaux. Bon, donc, pas de problème là-dessus. Mais je veux dire par là que si on dit par goût personnel et par compétence personnelle, je me spécialise dans les applications psychologiques de l'astrologie, il n'y a aucun problème. Mais là, ça n'était pas le cas. À l'époque, c'était il n'est pas possible de faire autre chose avec l'astrologie que de la lecture psychologique. C'était terrible à l'époque. On ne peut pas s'imaginer, mais le mot prédiction est interdit, le mot astrologie horaire était interdit. Les gens quittaient la salle, les gens sifflaient. Donc, je me souviens de quand j'avais publié le livre manuel d'astrologie divinatoire. Dans une revue, un astrologue dont je tairai le nom aussi avait écrit Retour au stade infantile de l'astrologie. Donc, un autre qui avait une revue plutôt orientée vers la médecine chinoise écrivait d'une astrologie grossièrement matérialiste, alors que c'est peut-être l'astrologie horaire, l'astrologie la plus spirituelle qui soit, justement parce qu'elle permet à chaque instant de savoir où on en est et non plus d'être rivé à un thème qui date de 30 ou 50 ans. Oui, c'est exactement ce que disaient les Indiens, je suis en train de traduire le Prajnamarga, c'est justement ce qui est dit au début du Prajnamarga, que on peut comprendre là où on en est par rapport à notre karma, comme ils disent dans le Prajnamarga, en fonction justement du thème horaire, et en le comparant au thème natal, comme tu le dis à l'instant. Voilà, Varamihira, qui est un des grands fondateurs du VIe siècle de l'astrologie indienne, explique ça très très bien. C'est-à-dire que je peux très bien avoir dans mon thème natal une programmation
qui est désastreuse pour avoir des enfants. Effectivement, j'arrive pas à avoir d'enfants et ainsi de suite. Bon, et si j'ai fait un certain travail qui me permet non pas de me reprogrammer positivement, mais de passer au-delà des Mm. programmations, à ce moment-là, il se peut très bien que j'ai débloqué quelque chose ou réglé un problème karmique, si on veut employer cette terminologie, mais c'est pas le thème natal qui va me le dire parce que lui il ne bouge pas. Hein. Ouais. C'est justement le moment où, avec une certaine forme d'enthousiasme, c'est-à-dire entheos, être rempli d'un Dieu, avec une certaine forme, Cornelius Agrippa disait, de fureur, je veux absolument savoir, et que là, je fais le thème pour cet instant-là, j'ai une photo de la crise, Mm. une photo de la question, et la réponse peut très bien être positive, et ce qui me montre que telle programmation que j'avais à la naissance a été liquidée par le jeu d'action-réaction qui a été entrepris depuis. Oui, Et je ça, vois. c'est foncièrement spirituel. Mm. C'est vrai. Ok. Et, et donc, tu en étais justement à ce courant, à ta découverte de l'astrologie indienne avec Raman, et ensuite. Alors ensuite, j'ai suivi un certain nombre de cours un peu tous azimuts, hein, donc Mm. alors aussi bien côté occidental, côté indien, mais beaucoup côté indien, tout simplement parce que c'était un système qui était prêt à l'emploi, je dirais, du point de vue prévisionnel, alors Mm. qu'à l'époque, il fallait quasiment tout reconstruire pour ce qui était de l'astrologie occidentale. Alors, je l'ai fait, entre guillemets, euh, sur le plan de l'astrologie horaire Mhm. occidentale, donc où je pense avoir contribué à redonner à l'astrologie horaire occidentale ses lettres de noblesse ici, en France. D'autres ont fait ce boulot ailleurs. Mm. Mais on ne peut pas tout faire. Et donc, j'ai gardé l'habitude, depuis le départ d'ailleurs, de consulter avec le thème indien. Et toute ma carrière, j'ai consulté avec le thème indien, quitte à rajouter de l'astrologie occidentale quand ça s'y prêtait mieux. Euh, le, il faut bien voir que quand on a un cabinet d'astrologues, le consultant se fiche éperdument de savoir quel zodiaque vous utilisez, combien de planètes vous utilisez. Ce qu'il veut, c'est que vous lui disiez pas de conneries. Mm. Donc, voilà. Et c'est ça qui va faire votre succès d'astrologue et non pas la méthode. Donc, les querelles des zodiaques, les sidéralistes à l'époque me voyait comme un traître parce que j'utilisais le tropique pour d'autres choses. Les tropiques, enfin bon, ça, moi j'ai toujours été un pragmatique. Voilà. Ouais. Si j'ai un zodiaque à 92 signes qui tourne en sens inverse et qui me permet d'avoir encore plus rapidement le résultat concret et vérifiable, j'ai aucun état d'âme avec ça. Oui, je vois. Ok. Effectivement, je trouve que c'est important de remettre l'astrologie dans quelque chose d'efficace, en fait, dans quelque chose finalement de concret, en fait, de réel. Et peut-être qu'effectivement, il y a beaucoup d'astrologues ou d'apprentis et d'étudiants en astrologie qui peuvent effectivement euh, parfois se perdre, en fait, dans ce que les Indiens appellent la Maya ou l'illusion un petit peu, et finalement être un petit peu dans l'irréel, dans l'illusion, justement, et pas dans quelque chose de réel ou de concret, en fait. Et surtout, si on veut qu'il y ait une certaine forme de reconnaissance de l'astrologie, c'est par les résultats. Mm, Donc, c'est pas en la déguisant en autre chose. mm, Euh, où y a-t-il une forme de reconnaissance de l'astrologie en Inde, depuis l'année 2000, l'admirable gouvernement Modi, que n'aiment pas nos journalistes, a rétabli l'astrologie dans 22 universités, alors qu'elle était résiduelle dans 2 uniquement. mm, D'ailleurs, il y a eu une cabale internationale avec un procès qui est monté jusqu'à la Cour suprême de Bombay, parce que c'était scandaleux que les Indiens fassent des cours d'astrologie en université. Bon, la Cour de Bombay a répondu intelligemment que 60 ans après l'indépendance, on n'en était plus à subir les oukases des rationalistes occidentaux et du protestantisme anglo-saxon. Donc, mais elle a été reconnue telle qu'elle est, c'est-à-dire concrète, efficace, ouais. prédictive. En étudiant ces textes classiques et non pas en réinventant à tout bout de champ un truc qui ne survivra pas à son fondateur. Et puis, en Angleterre, comme je le disais, où il y a 3 universités qui se sont unies, et vous pouvez faire donc un master en astronomie culturelle et astrologie.
Et ça, c'est dans le cadre, non pas de université de psychologie, c'est dans le cadre phénoménologie de la divination. C'est-à-dire, voilà, que se passe-t-il concrètement quand dans l'acte d'interprétation, voilà, de quelqu'un qui pratique un art divinatoire en général et l'astrologie en particulier. C'est-à-dire que ne pas faire semblant, ça paye. Voilà. Ne pas se revêtir d'une blouse blanche pour donner l'impression qu'on est sérieux, ça paye. Voilà, c'est l'astrologie, elle est ce qu'elle est. Elle survivra à vous et à moi. Donc, la stratégie du bal costumé, ça n'a rien donné en France. D'accord. Est-ce que... alors, c'était une question qui m'a été posée tout à l'heure par une de mes élèves qui voulait justement te poser la question. Est-ce que l'astrologie a été une voie spirituelle pour toi? Et si oui, peux-tu l'expliciter? Bien. En combien de mots? Tu es libre, sens-toi libre. Bon, alors, je vais... bon, la plupart de ceux qui vont regarder cette vidéo ont des origines chrétiennes, donc je vais prendre ce vocabulaire-là. Mais comme tu le sais, sans aucune forme d'exclusive vis-à-vis d'une autre tradition. Hein. J'étais trop guénonien pour penser qu'une tradition soit supérieure à une autre, hein, même si les pédagogies sont fort différentes, ce qui est un autre problème. Quand vous regardez 3 tableaux de Rembrandt, ils peuvent parler de 3 thématiques radicalement différentes, mais ils se ressemblent quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblent à Rembrandt. Et un expert de Rembrandt ou un expert de Van Gogh, en connaissant à fond la peinture, peut découvrir des choses sur Van Gogh, parce qu'il ne peint pas de n'importe quelle manière, ou des choses sur Rembrandt. Voilà. Eh bien, c'est très platonicien aussi, ce que je vais dire là. Simplement, le ciel, quand on contemple le ciel, on est en train de contempler le peintre en train de peindre. Et le ciel est la face visible d'une réalité invisible. Et bon, il y a un psaume qui dit « Le ciel chante la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains l'annonce ». Bon, il y a le livre de la sagesse dans la Bible qui dit qu'en contemplant les créatures par analogie, on peut comprendre le Créateur. Eh bien, quand on pratique une astrologie qui est réellement enracinée spirituellement, pas avec un discours spirituel, avec une lignée, une racine, une origine, une transcendance, eh bien, tôt ou tard, on fait cette expérience-là. C'est-à-dire, tôt ou tard, on n'a plus en main un thème qui est une feuille de papier, on a une boule de lumière, hein, et on a des lumières qui se meuvent. Voilà. Chaque astrologue, ça fait partie des tabous des bouquins d'astrologie habituels, chaque astrologue a cette expérience où, à un moment donné, ça parle. Et c'est justement quand il est passé au-delà de son moi. Voilà. Ça parle. Et il sait, et il peut aller très loin, parce qu'il sait en le disant que c'est juste, avant même que son consultant lui ait dit que c'était juste. Bon. Donc on a ces moments de grâce privilégiés qui relèvent réellement de l'expérience spirituelle. Voilà, c'est-à-dire que c'est dans le christianisme ce qu'on appelle la révélation naturelle, c'est-à-dire Dieu s'est révélé par ses œuvres. Voilà. Bon, et bien par la contemplation de ses œuvres, on peut basculer dans quelque chose qui se situe au-delà. Voilà. Mais on a l'équivalent dans d'autres traditions avec d'autres mots. Hein. Oui, bien sûr. Ça me rappelle ce qu'écrivait Alain Danielou dans justement le Polythéisme hindou, où il dit que toutes les voies mènent à Dieu. Et c'est véritablement... voilà, ça faisait juste écho avec ce que tu disais. J'avais aussi une question concernant justement un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui commence l'astrologie, qui débute, qui ne connaît peut-être pas forcément grand-chose en astrologie ou juste qui démarre. Je lui recommanderais de ne jamais oublier qu'il y a quelque chose de chamanique dans l'astrologie,
et que ce côté chamanique, c'est pas avec une imprimante que on l'obtient, c'est en regardant le ciel. Mm. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir fait un master en astronomie, donc parce que c'est se brancher, voilà, euh, c'est contempler, j'irais presque c'est méditer, ou c'est même rêver sur le ciel. Voilà. Le ciel, un langage poétique. Voilà. Bon, Mm. eh bien, si voilà, on se laisse un petit peu porter par le ciel, on se branche sur quelque chose. Et ça va être le germe du don d'interprétation que l'on pourra recevoir plus tard. Il n'y a rien de pire que de faire de l'astrologie sans astre, hein. Alors, je sais bien qu'on a fait de la psychologie sans psyché, du taoïsme sans Tao et de l'alchimie sans chimie, mais l'astrologie sans astre, ça n'est pas mieux. Je veux dire, est-ce que il n'est pas normal qu'on disserte pendant des heures sur une planète Saturne qu'on n'a jamais vue dans la réalité? Mm. Il manque quelque chose. Est-ce que la même personne, elle irait se faire traiter chez un dentiste qui n'a vu que des planches anatomiques? Donc, voilà, bon, il y a un branchement à opérer. Mm. Quand je dis c'est chamanique, ça l'est vraiment, quelles que soient les apparences dont on a revêtu l'astrologie. Parce qu'elle a été D'accord. très futée, l'astrologie, hein. C'est la seule méthode divinatoire de l'Antiquité occidentale à avoir subsisté jusqu'à aujourd'hui. Mm. Tout le reste, c'est oriental ou plus tardif, hein. Donc, et ça, c'est parce que l'astrologie, je veux dire, les dieux sont futés, hein, ou les anges, comme vous voulez, moi, pas de problème. Donc, sont futés. Et au début, c'était interroger les dieux. Ensuite, quand il y a eu le coup d'État de Ptolémée, où on s'est mis à imaginer que c'était les mouvements des sphères célestes qui provoquaient des perturbations, qui modifiaient les quatre éléments en nous, donc c'était physique. Pas de problème, elle s'est revêtue d'un oripeau aristotélicien. Mm. Après, on est passé dans l'islam et le christianisme, où, pour le christianisme, que je connais un petit peu mieux, c'était très simple pour saint Thomas d'Aquin. Si l'astrologie est une branche des sciences naturelles, ça pose aucun problème. Si c'est interroger les dieux, évidemment, c'est plus problématique. Bon. Donc, tous les astrologues se sont précipités, évidemment, dans le discours physiciste, ce qui leur a permis de survivre. Mm. Bon, il y a eu une éclipse 18e, début 19e, où là, c'est le rationalisme était tellement fort que ça a tout verrouillé. Et puis, il y a eu un retour où l'astrologie, d'abord, s'est arrimée à la théosophie, avec Mhm. une vision du karma qui n'a pas grand point commun avec celle que les orientaux ont en réalité. Et puis ensuite, elle s'est arrimée à la psychologie, toujours pour prendre un discours qui lui permet de survivre à la société dans laquelle on se trouve. Alors ce phénomène-là n'a pas eu lieu en Orient, parce que l'astrologie restait l'œil des Védas, c'est-à-dire une branche à part entière, tout à fait intégrée dans un ensemble, alors qu'en Occident, il a fallu qu'elle se déguise en permanence en prenant les vêtements de l'idéologie dominante, mais ça lui a aussi permis de survivre jusqu'ici, c'est le paradoxe. Oui, c'est sûr. Et puis, du coup, ton travail a aussi été de reconstituer l'état d'esprit des anciens, de, comment dire, de reconstituer justement euh, les textes. En fait, tu as travaillé sur les textes pendant quoi, 30 ans à peu près, une trentaine d'années. Oui, Et oui, alors moi c'est très simple, hein. Je n'ai rien inventé. oui. Le jour où il y aura un système labouré, vous pourrez m'enfermer. Voilà. Donc moi je ne suis pas un créatif ou un créateur par nature, c'est comme Mm. ça, hein, on a chacun sa marque de fabrique. Donc moi ça a été on essaye de comprendre, on restaure et ensuite de le rendre enseignable. Voilà, Mm. donc, si j'ai une qualité, c'est pédagogue, mais il y aura, comme je dis, il n'y aura jamais de système labouré. Et puis, ma plus grande fierté, c'est que des personnes que j'ai pu former, qui consultent aujourd'hui, il n'y en a pas une seule qui fait exactement comme je fais. Voilà. C'est-à-dire que à chacun de trouver ce qu'on appelle la recherche astrologique, c'est pas une recherche au sens habituel, c'est de chercher la trousse à outils qui, pour toi, comme pour moi, permet de recevoir de la façon la plus claire le Mm. message des astres.
Voilà. Mm. Et l'outil, la trousse à outils qui est la tienne n'est pas nécessairement la mienne, et en plus, elle peut changer au cours de l'existence. Ouais. Donc, on est toujours en train de tâtonner, et pour avoir la trousse à outils par laquelle les dieux nous parlent le plus clairement. Mm. Bon. Et ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie des tabous des bouquins habituels. L'astrologue, il va obtenir des résultats excellents, et puis il va venir un moment où il ne croit plus dans son système pour une raison quelconque. Et là, il ne tire plus rien, mais il n'y a pas de raison, puisqu'il en tirait quelque chose avant. Et là, il n'en tire plus rien. Et puis, il va s'intéresser à un autre système qui va lui donner des résultats. Et puis, il viendra peut-être un moment, 20 ans plus tard, où ce système ne donne plus rien. Donc ça, ce n'est pas un phénomène de sciences naturelles. Ça, c'est un... Dame Astrologie se comporte comme la belle au Moyen-Âge. Voilà. C'est-à-dire, je dois la courtiser, je m'avance, elle recule, je recule, elle avance. Voilà. Et c'est un jeu sans fin entre la dame et moi. Une danse. Je Voilà. vois. Ok, c'est une belle image, je trouve. D'accord, donc Donc premier la conseil, ce serait vraiment voilà, de retrouver l'état d'esprit naturel, en fait, tout simplement en observant le ciel, en s'y connectant, en méditant sur ce qu'on étudie, hein, tout simplement. Alors, on utilise des outils modernes, hein, sur le smartphone. On peut prendre Sky Maps, on enlève ce qui sert à rien, c'est-à-dire le nom des galaxies, M22, etc. Voilà, pour ne garder que les planètes et les étoiles. Et puis, quand on voit un petit point lumineux, on met le smartphone comme ça, et ça nous indique ce dont il s'agit. Et Tout quand on a simplement. pris l'habitude, eh bien, après, on se dit, tiens, où est le soleil? Ah ben, il doit être en maison 8, là. Et on fait le thème avec l'ordinateur et on vérifie. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir reconstruire, pour l'essentiel, le thème à partir du visuel. Il y a très longtemps, pendant des années, pour les gens qui venaient en séminaire d'été, ceux qui voulaient, on sortait le soir à la nuit tombée, et puis je leur demandais de faire un pronostic, une prédiction, avec ce qu'ils voyaient. Voilà. Et le ciel montrait ce qu'il voulait. Alors, je me souviens d'une fois, où c'est, quand je vais en général, c'est au mois de juillet, où une fois, bon, on regardait le ciel, puis d'un coup, il y a une étoile filante qui est partie d'un certain endroit, qui est partie à un autre. Je dis, bon, mais maintenant, vous interprétez. C'est-à-dire, c'est parti de quelle constellation, c'est allé à quelle constellation, voilà, et c'est un mouvement qui est allé dans un sens et pas dans l'autre. Vous interprétez. C'est-à-dire que s'il y a un serment véritable de l'astrologue, c'est je prends l'engagement de considérer ce que me montre l'univers comme un message de l'univers qui m'est envoyé. Donc, c'est ça, l'univers est signifiant, et c'est une lettre qui m'est envoyée en permanence. Voilà, c'est chaque mouvement dans l'univers, c'est un SMS qui m'est expédié. D'accord. Et tout le but, j'ai envie de dire, de l'astrologue, c'est justement de permettre d'être un canal pour recevoir ce message, en fait, et de l'interpréter ensuite. Voilà, alors je me méfie du mot canal, parce que ça impliquerait qu'il y a un tuyau et puis qu'il y a un truc qui serait spirituel et pas l'autre. Hein. Voilà. Ouais. Mais je pense que... Comment je vais dire ça? Quand vous vous regardez dans une glace, il y a deux façons de voir la chose. Pour ceux qui font de la photo, si le miroir est à 1 mètre de moi, et si je veux une photo de mon visage qui soit nette, c'est-à-dire je me photographie mon visage dans le miroir, quelle est la distance que je dois mettre sur l'appareil photo? C'est 2 mètres, c'est pas 1 mètre. Ouais, parce que l'image, elle est dans mon œil, elle n'est pas dans le miroir. C'est-à-dire que si je fais 1 mètre, j'aurai le miroir qui est net, mais mon visage dans le miroir qui sera flou. Et si je mets 2 mètres, j'aurai le visage net, mais j'aurai le miroir flou. Bon. Donc, je ne suis pas quelque chose dans lequel Dieu se reflète. Je ne suis pas le miroir, je suis Dieu en train de se refléter. Voilà. Je ne suis pas Dieu tout court, attention. Hein. Voilà. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'il est la cause, je suis l'effet.
Seulement, tout le problème, c'est de se réveiller, d'en prendre conscience. Alors, si c'est le jeu qui en prend conscience, c'est de la mégalomanie, c'est raté. Bon, voilà. Mais il y a une expérience un petit peu particulière à faire là, que connaissent très bien les Indiens avec le Vedanta, etc. Donc, une expérience où je suis la conscience divine en train de ou un reflet possible, ou une déclinaison possible de la conscience divine. Voilà. Vous imaginez la partition de la 5e symphonie de Beethoven, il y a une multitude d'interprétations possibles. Voilà. Eh bien, je suis une des interprétations possibles de la 5e symphonie de Beethoven. Voilà. Bon, et c'est valable évidemment pour chacun. D'accord, bah, j'aime beaucoup toutes ces images qui sont très parlantes, je trouve. Ok, alors on va continuer un petit peu avec les questions. Est-ce que, justement, il y a beaucoup de personnes qui, ben, ça fait 10, 15, voire 30 ans qu'ils voilà, ils étudient l'astrologie et puis ils amassent beaucoup d'informations, en fait, souvent contradictoires, et ils ont du mal, justement, devant un thème, bah, il n'y a rien qui coule, il n'y a pas d'intuition, et ils sont un petit peu bloqués. Ou alors, voilà, ils vont dire des petites choses, mais pas très précises, qui peuvent avoir, voilà, euh, un petit peu l'effet Barnum, hein, donc je dis tout et son contraire. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui sont dans cette situation? Alors, premier conseil que je donnerais volontiers, c'est on n'étudie pas l'astrologie avec de l'a posteriori. C'est-à-dire que voilà, je vous mets le thème de Marlon Brando, et puis on va tous justifier ce qu'on sait déjà de Marlon Brando avec nos planètes. Voilà. Alors comme en plus on rajoute des tas de planètes, il n'y en a jamais assez, des aspects tous azimuts. Si Marlon Brando s'est cassé la jambe à 33 ans, on trouvera toujours pourquoi. Sauf que la consultation, ça ne marche pas comme ça, parce que ce n'est pas le consultant qui vous raconte sa vie et vous qui devez la justifier avec son thème. Il paye pour que vous ayez le thème et que vous lui racontiez sa vie. Bon, et là, ça ne marche plus dans l'autre sens, parce qu'il y a une multitude de facteurs, on ne sait plus à quoi on doit donner la priorité, et c'est cuit. Alors, quand on a fait pendant des années le thème de Louis XVI, le thème de Romy Schneider et le thème de Macron, et chacun projette son opinion sur le personnage, là, on ne va nulle part. Donc ça, c'est la première chose. On s'entraîne à partir de thèmes en aveugle. Donc, qu'est-ce que tu peux me sortir à partir de ces thèmes-là? Il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup. Un de mes maîtres, mais que je n'ai pas connu physiquement, c'est Volgin. Donc, en astrologie occidentale, c'est en dire moins, mais le dire juste. Donc, le consultant ne vous en voudra jamais de ne pas tout voir, parce que vous n'êtes pas Dieu, mais il vous en voudra d'avoir dit des conneries, c'est-à-dire des choses fausses. Bon, donc on s'entraîne et on sort ce qu'on peut, mais pas avec de l'a posteriori. La deuxième chose, c'est qu'on ne commence pas en étudiant un système inventé par monsieur machin ou madame bidule à l'heure actuelle. Parce que c'est peut-être le système qui, pour lui ou pour elle, va le mieux. C'est peut-être la trousse à outils qui lui convient le mieux. Mais ce n'est pas vrai pour les gens qu'il va former. Donc, quand vous étudiez la musique, vous ne commencez pas par une école particulière de rap. Voilà. Vous commencez par étudier des bases qui sont communes à tous les systèmes de musique. Vous digérez ces bases et ensuite vous pouvez créer. Ça, c'est le développement organique normal. Donc, on commence par étudier le solfège. Vous voyez, je sais bien que dans les années 68, on n'a pas besoin de connaître le solfège pour jouer de la guitare. Bon, on en a un petit peu revenu. L'orgamon, c'était encore pire avec le... Bon, bref. Bon, non, mais je veux dire par là qu'il y a un outil, c'est-à-dire que si vous voulez exprimer votre créativité, il faut aussi maîtriser le pinceau et son pigment. Il faut aussi maîtriser l'instrument. Bon. Donc, il ne faut pas croire que les tziganes qui jouent du violon, ils n'ont jamais appris le violon. Donc, ils l'ont appris autrement, mais ils l'ont appris, même si c'était de père en fils. Donc, du coup, il faut absolument connaître les bases. Et les bases, c'est ce qui nous a été transmis par les maîtres passés. Et une fois qu'on a assimilé ces bases, peu à peu, on décante.
peu à peu, on ajoute quelque chose qui nous paraît judicieux dans les créations actuelles. Voilà. Et on continue comme ça son chemin. Mais on se fait son astrologie et non pas l'astrologie telle quelle de son prof, ou si on dévie d'une virgule, on est excommunié. Tu rigoles, mais tu n'as pas connu les années 80. Hein. Donc, je pourrais te citer des astrologues qui, étant dans certains courants là aussi, ont été excommuniés Ah parce oui, que, wow. ah oui, persona non grata, parce que ils s'étaient mis. Moi, je me souviens, je vais donner un exemple très simple. Hein, donc, d'un astrologue, ça c'était dans le courant dit humaniste, et qui souvent se réfère à, bon, Rudyard d'accord pour l'astrologie, mais à Jung et à Blavatsky. Et cet astrologue est allé ensuite puiser réellement dans Jung et Blavatsky et non pas par seconde main. Du coup, ça l'a amené à prendre un petit peu de recul. Ils l'ont viré. Hein. Donc, non, c'était terrible à l'époque. Voilà, c'est-à-dire que on, d'étudier je dirais, le creuset, d'étudier l'héritage, c'est la meilleure façon de ne pas être manipulé par son instructeur. Parce que, comme je disais, il est peut-être le pédagogue, mais il s'efface derrière un contenu qu'il transmet. Ok. Beaucoup plus sain. Alors, il y a une petite coupure, je ne sais pas si... Oui. Ouais. Ok. Comment tu pourrais expliquer cette espèce de violence dans le milieu astrologique ou spirituel de manière plus globale? Est-ce que tu aurais une explication? Alors, bon, je disais tout à l'heure qu'il y avait trois choses. C'est justement que l'astrologie doit être enraciné dans le spirituel. C'est un de mes grands combats, c'est de dire qu'il n'y a pas d'astrologie laïque, ça c'est un leurre, hein, et qu'en Inde, eh bien, c'est dans le cadre de l'hindouisme, qu'en Occident, William Lilly il était diacre de son église, etc. C'est-à-dire que c'est enraciné dans une verticalité. Après, comment dire, c'est déjà beaucoup moins violent que ça ne l'a été. Donc, parce que, comme je disais, il y a une époque où d'être à contre-courant, on le payait très cher. Ouais. Mais il y a une tendance à... Il y a quand même un côté inflation de l'ego. Voilà. Mais je dirais que ça, c'est la grande maladie de la spiritualité, de l'occultisme aussi, dont l'astrologie, quand ça rate. Voilà. C'est-à-dire que l'inflation de l'ego. Et cette inflation de l'ego, elle vient souvent quand, bon, soit on commence à s'imaginer qu'on a inventé quelque chose. Vous savez que si les médiévaux ne mettaient pas leur nom sur leurs vitraux, au mieux un petit sigle pour montrer la corporation des bâtisseurs, c'est tout simplement parce que les médiévaux, jusqu'à la Renaissance, ils partaient du point de vue suivant, où une idée est vraie et elle est valable pour tout le monde, et donc j'y suis pour rien, bon. Ou elle est fausse et je ne vais pas me faire gloire de l'avoir inventée. Donc, à l'époque, quand vous prenez des livres du Moyen-Âge, c'est pareil pour les livres indiens, c'est en fait, on se contente de compiler, de cumuler tout ce qui précède, et puis débrouillez-vous avec ça. Bon, alors, ce n'est pas un monument de pédagogie en général, mais au moins, on respecte l'héritage. Voilà. Mais il n'y a pas cette inflation de l'ego. Souvent, les textes nous parvenaient sous des noms d'emprunt, c'est-à-dire les textes de l'arabe Abou Machar nous sont arrivés sous le nom d'Hermès. Bon, d'autres textes nous sont arrivés sous le nom de Ptolémée, le Centiloque par exemple, alors qu'il y était pour rien. Voilà, c'est-à-dire que les gens s'effaçaient derrière un grand nom parce qu'ils estimaient que, certes, ils étaient le rédacteur, mais ils n'étaient pas l'auteur du fond.
Voilà. Ouais, je vois. Voilà. Et je pense que cette forme d'humilité est absolument fondamentale à maintenir. Sinon, l'inflation de l'ego, quand la mystique rate, c'est l'inflation de l'ego. Mm. Dans les milieux occultistes, c'est terrifiant. Donc, les ordres initiatiques, on se pavane avec des grands titres. Et si vous lui enlevez son titre, voilà. Mais c'est vrai avec la paroisse du coin, aussi Madame Machabé, celle qui fait chanter, et qu'on veut, comme elle chante faux, mettre quelqu'un d'autre à la place, euh, les pauvres curés a droit à une révolution interne. Bon, donc, l'être humain est ce qu'il est. Ça me rappelle beaucoup le troisième chapitre du Yoga Sutra de Patanjali, qui sont consacrés à ce qu'on appelle les siddhis, les pouvoirs psychiques, les facultés psychiques, et il dit justement de pas, alors que c'est une conséquence logique de la pratique spirituelle, mais que ces fameux pouvoirs sont surtout des pièges lorsqu'on s'y attache, en fait. Et ça me rappelle pas mal, enfin, je trouve que ça fait vraiment écho avec ce qu'on vit aujourd'hui, ou ce qu'on a pu vivre avec le milieu astrologique au XXe siècle, en tout cas. Voilà. Oui, les pouvoirs sont des conséquences collatérales Mm. et pas des objectifs ou des finalités. C'est ça. Voilà, ça, c'est tout le problème du développement personnel. Oui. C'est-à-dire que je vais préciser deux choses, parce que quand j'emploie le mot psychologie, souvent on a l'impression que c'est péjoratif. Non, ce qui est péjoratif, c'est la psychologie sans transcendance. C'est-à-dire qu'un jour, on demandait à Jean-Pierre Schletzer, que j'ai connu et qui est un psychiatre de Grenoble, c'est celui qui avait introduit le bouddhisme tibétain en France, véritablement. Il disait, bon, comment vous faites la jonction entre le bouddhisme et puis votre psychanalyse bon. Et il avait répondu quelque chose qui est, à mon avis, très juste. La religion sans psychologie et la psychologie sans religion sont deux folies. Voilà. Mm. La religion sans psychologie est une folie de tous les temps et la psychologie sans religion est une folie moderne. Bon, voilà, c'est ça mon point de vue. Si je prends Jean-Yves Leloup dans le cadre du christianisme, a les deux casquettes et ses livres sont saints pour ça justement aussi. Mm. Mais si je prends une image, comme tu aimes bien les images, hein, je peux, si on parle de psychothérapie, je peux laver les carreaux de la fenêtre pour deux raisons. Un, pour qu'elles soient propres, mais je peux aussi les laver pour que la lumière du soleil puisse inonder la pièce. Mm. Et là, chacun des deux domaines, le spirituel et le psychologique, a la place qui est la sienne et la hiérarchie qui est la sienne. Ok. Alors, on va passer, si tu veux bien, au thème de Charles Baudelaire pour que tu puisses nous Mmh. partager des petites choses sur son thème. Alors, hop. Voilà, donc dis-moi quand tu vois l'écran. Parfait. Parfait? Ok. Ah oui. Bah écoute, quand tu veux, je te laisse faire. Bon, donc le but n'est pas de faire une interprétation exhaustive. Je vais simplement donner deux exemples de petites règles toutes simples qui permettent à quelqu'un d'interpréter déjà un petit peu ces petits carrés en 10 minutes. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre 30 ans pour sortir quelque chose d'un thème, mais de 10 minutes. Hein. Bon, je montrerai aussi tout à l'heure mes petits outils là, que Oui. j'imposais dans les cours d'astrologie indienne. Mais alors voilà, le thème de Baudelaire. Alors, je rappelle en deux mots comment ça marche, mais tout le monde aura vu tes vidéos avant, je pense. Je pense aussi. Bon, voilà, bon. Donc, je rappelle, il y a 12 cases. Ça représente une matrice de 12 parties égales. Cette matrice, pour l'Inde, est rivée et repérée par rapport aux étoiles. Ces 12 cases ne représentent pas, contrairement à la légende, les constellations qui sont d'étendue inégale. C'est une matrice. Et cette matrice, je peux la river où je veux. Donc, les Indiens l'ont rivée sur les étoiles et ont développé ensuite les outils d'interprétation qui étaient les plus opérants pour ça. Alors, la case de cette matrice qui se levait à l'horizon quand notre Charles Baudelaire est né, c'est celle où je mets la petite flèche. Je pense qu'on voit la petite flèche, c'est bon? Oui, la petite souris, oui.
Voilà. Donc, AC, ça veut dire ascendant. Normalement, ça devrait être AS d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le nœud sud de la Lune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un était sorti dehors au moment où Baudelaire est né, ou bien s'il avait mis le nez par la fenêtre de la maternité, il aurait vu à l'horizon cette case, le lion, mais il aurait vu juste à côté cette petite chose. Enfin, il ne l'aurait pas vu parce que c'est invisible, mais il y avait ça qui était juste à l'horizon. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les nœuds de la Lune. Les nœuds de la Lune, ce sont les endroits où se font les éclipses dans le ciel quand il y en a. Alors, il y en a en face, c'est pour ça qu'on dit qu'il y en a deux. Hein. Et donc, juste au moment où Baudelaire est né, il y avait à l'horizon cet endroit du ciel où sont les éclipses. Qu'est-ce qu'on en déduit? D'abord, qu'est-ce que c'est que l'horizon ou l'ascendant en astrologie? C'est la ligne qui sépare le ciel de la terre. Donc, c'est aussi la jonction du corps et de l'âme. C'est aussi la jonction du visible et de l'invisible. Bon, donc, on est là sur la lisière et sur la jonction entre le spirituel, je dirais, et le corporel. Et juste à cet endroit-là, il y a ce nœud de la Lune qui s'appelle Ketu en sanskrit. Et ce Ketu, c'est l'un des deux endroits où sont les éclipses. Une éclipse, qu'est-ce que c'est? C'est une baisse de visibilité. On y voit moins clair. Donc, du coup, ça fait souvent des gens qui se cherchent, qui passent un petit peu leur vie à essayer de savoir ce qu'ils doivent faire parce qu'ils sentent que, comme le titrait Lovecraft pour une de ses nouvelles, je suis d'ailleurs. Voilà, ça c'est voilà. Et donc, du coup, dans ce monde, ils ont l'impression d'être dans un monde qui n'est pas le leur. Hein, moi, j'en ai un, mais c'est l'autre que j'ai, moi, dans ma petite case là, de l'horizon. Et quand j'avais 50 ans, ma mère m'avait dit, tu pourrais quand même faire une petite fête, quelque chose. Bon, alors, je dis d'accord. Alors, j'ai fait le petit carton d'invitation. Et sur le carton d'invitation, j'avais marqué, depuis 50 ans que je suis dans ce monde, ce qui me surprend encore le plus, c'est de m'y voir. Bon, donc, alors elle m'avait dit, il n'y a que toi pour écrire des trucs pareils. Bon, d'accord. Mais, voilà. Mais les nœuds de la Lune, il y a de ça. C'est-à-dire, quelque part, je suis d'ailleurs. Hein. Et en même temps, une éclipse, c'est un alignement parfait entre la Terre, la Lune et le Soleil. Sinon, il n'y a pas d'éclipse. Donc, si le Soleil représente là d'où vient la lumière, la véritable identité, le spirituel, la Lune, les mécanismes du mental, la psyché, et puis l'ascendant, ce qui est physique, corporel, le corps au sens le plus physique du terme, eh bien, si j'ai un alignement des trois, c'est aussi un alignement en moi qui fait que je peux descendre très profondément. Et en pouvant descendre très profondément, eh bien, à la fois, je peux accéder à d'autres états de conscience, que ce soit de manière naturelle ou un petit peu aidé, comme c'était le cas pour Baudelaire, qui ne s'est pas contenté de boire de l'eau minérale. Bon, mais en fait, c'est quand même la recherche et l'accès à d'autres états de conscience, dans le sens, je cherche quelque part à rentrer chez moi. Bon. Et puis, en plus, puisque c'est un alignement des trois, pour quelqu'un qui est artiste, eh bien, ça lui permet de descendre et puis d'arriver à toucher des zones à la limite que d'autres n'auraient pas touchées. Et donc, il y a une notion comme ça d'exploration. Le prix à payer étant évidemment qu'il y a une alternance entre de la mélancolie et de l'enthousiasme. Le prix à payer, c'est que à la fois, ça peut éveillé au réel, dans le sens, je vois très bien que ce monde est un gigantesque film virtuel, mais à la fois, je peux aussi me perdre dans des paradis perdus ou artificiels. Bon, eh bien, on a tout ça à la fois avec simplement cette queue du dragon, ce nœud de la Lune qui est à l'horizon au moment de sa naissance.
Alors, une autre petite chose, on ne le voit pas bien avec ce thème parce que lui, il a cette particularité d'avoir tout ce bazar-là qui est dans un seul signe. Hein. C'est-à-dire quand même que sur 7 planètes visibles, il réussit l'exploit d'en avoir 6 dans le même signe. Alors bon, c'est les poissons. Alors, je ne rentre pas dans le détail des poissons, tout le monde les connaît, donc j'insiste pas là-dessus. Mais s'il avait regardé l'horizon toujours, il aurait vu au-dessus de l'horizon, il aurait vu la Lune, et puis il aurait fallu attendre longtemps, longtemps, longtemps que la Terre tourne pour qu'il y ait une planète qui finisse par se lever à force que ça tourne, et c'est la planète Mercure. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que quand il est venu au monde, son horizon, il y avait d'un côté la Lune et puis quelque part bien loin, Mercure. Tout le reste était encore plus loin. Mercure et la Lune, ce sont les 2 planètes qui vont le plus vite dans le ciel. Donc, ça fait des gens qui changent beaucoup. Alors, qui changent beaucoup, que ce soit l'humeur, c'est volatile, hein, ou que ce soit qui change beaucoup dans le sens, je pratique plusieurs métiers simultanément parce qu'un seul, ça me gonfle. Bon. Mais en même temps, la Lune, c'est l'imagination. Donc, c'est très bien, par exemple, pour tout ce qui est inspiration, créativité. Et quand on dit imagination, c'est la capacité à se faire des images. Pourquoi? Parce que quand je regarde la Lune, ce que je vois, c'est en réalité la lumière du soleil qui se reflète. Donc la Lune, c'est le reflet du réel. C'est pour ça que le mot mental, c'est la même racine que mensonge aussi. Et une racine commune en grec, d'ailleurs, avec Ménès pour la Lune. Donc, du coup, il y a à la fois cette sensibilité, il y a à la fois une capacité à ressentir les ambiances. Et puis, il y a une tendance au côté électron libre, parce que Mercure, c'est l'astre qui fait le plus de mouvements dans tous les sens. La Lune, elle va toujours tout droit, mais le Mercure, c'est l'astre qui fait le plus de mouvements dans tous les sens. Il n'arrête pas d'avancer, de reculer, beaucoup plus que toutes les autres. Donc, c'est l'électron libre. Et c'est celui qu'on ne peut pas enrégimenter dans quoi que ce soit. Donc, si on essaye d'en faire quelqu'un de docile à l'intérieur de la multinationale, ça rate. Ça va être compliqué. Exactement. Donc, on a quelqu'un qui peut être un peu tiraillé entre l'imagination et puis la raison, parce que Mercure, c'est quand même les facultés discursives. Et puis, on a quelqu'un qui reste quand même un électron libre, mais un électron libre qui à la fois alterne entre l'enthousiasme et la dépression, la Lune, parce que c'est l'astre qui change le plus de forme aussi. Et puis le Mercure, un côté qui va passer d'un sujet à un autre, avoir tendance à ne pas finir ce qu'il commence, mais en revanche, toujours faire le nécessaire pour échapper complètement à quelque forme d'enrégimentement que ce soit. D'ailleurs, il avait commencé avec quelques engagements politiques et puis il a compris très vite ce dont il s'agissait, hein, puisque comme je le dis à mon neveu qui fait un apprentissage de boulangerie, il n'y a pas de métier déshonorant sauf gangster et politicien. Donc, voilà, donc voilà un petit exemple d'interprétation. Seulement, ça, je peux le faire quand j'ai regardé la Lune dans le ciel et que j'ai remarqué, pas simplement intellectuellement, mais que je l'ai vu grossir et maigrir cette Lune. Je peux le sortir quand j'ai vu Mercure dans le ciel qui, au fil des jours, avançait et puis s'arrêtait et puis reculait et puis réavançait. Et c'est ça qui va s'imprimer dans mon subconscient, en moi, et qui va faire que je pourrais dire ça face à un thème. Une troisième petite règle. Allons-y. Alors, les planètes sont à l'aise ou pas du tout dans certains signes. Donc, le pire, c'est ce qu'on appelle la chute. Et mon fameux Mercure, voilà, il est en chute dans cette case, c'est-à-dire dans les poissons. Et en même temps, en maison 8, puisque chaque case peut être numérotée, on part de l'ascendant, donc enfin la case de l'ascendant, voilà, et voilà, donc parfait. Et donc c'est la case numéro 8. Eh bien, la planète est dans son pire état par rapport au zodiaque. Qu'est-ce que ça peut
vouloir dire? Mais par exemple, je prendrai simplement l'exemple médical, ça altère les attributs de la planète, c'est-à-dire le système nerveux, les trajets nerveux, la substance nerveuse, entre autres pour Mercure. Et en même temps, ça altère les attributs de la maison. Maison 8, c'est tout ce qui peut être circulation du sang, mais ça peut être également tout ce qui touche les organes de reproduction, tout ce qui est génital, voilà, les maladies vénériennes, etc. Donc, eh bien, à la fois la planète et à la fois la maison, les attributs sont, j'allais dire, au mieux abîmés, au pire vraiment détériorés par cette position. Et voilà encore quelque chose que chacun peut faire en 2 minutes sans avoir fait là encore 30 ans d'astrologie, c'est d'avoir simplement une liste des attributs des maisons, anatomiques, une liste des attributs des signes, et une fois qu'il a repéré si une planète était en chute, eh ben, c'est tout simplement de faire la même chose, de dire tiens, c'est foireux, cette ligne-là et cette ligne-là au niveau des attributs anatomiques. Et voilà encore un exemple qui est très très simple à pratiquer. Ok, merci Denis, super. Bon, bah, c'était déjà riche. Alors je vais arrêter voilà, le partage. Alors est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose à dire pour les gens qui nous regardent pour conclure cet entretien? Alors, je veux montrer quelque chose. Alors ça, on va faire ça pour mes 30 ans. Alors, on voit pas bien, mais voilà. C'est la piste avec les 12 cases et puis voilà, les signes du zodiaque, enfin les planètes. Donc, et il faut s'entraîner avec des choses simples. C'est-à-dire, il ne faut pas se faire des nœuds dans le cerveau. Vous savez, il y a une règle méchante qui consiste à dire il y a des astrologues qui se trompent autant que les autres, mais avec des calculs beaucoup plus compliqués. Bon. Donc, ce n'est pas dans la complication que se trouve la solution. Très longtemps, les cours d'astrologie indienne en direct, c'est-à-dire sur place, chacun avait un petit truc comme ça. Voilà, les petits jetons sont aimantés. C'était une religieuse qui nous faisait ça d'ailleurs dans un couvent. Ça devait bien la distraire. Je disais, voilà, il n'y a pas de degré, il n'y a pas de truc compliqué. Il y a un ascendant, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a mes 12 cases. Il y a un jeton par planète visible, mes 2 nœuds de la Lune. Et puis, débrouillez-vous avec ça pour me dire quelque chose. Voilà. Et ça, c'est, je pense, le meilleur entraînement possible parce que il est illusoire de se dire si j'échoue, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre que je dois encore rajouter. Voilà. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le mouvement de chaque planète, il tient compte du mouvement de toutes les autres. Sinon, la planète n'aurait pas le mouvement qui est le sien. Bon, et quand parfois on me dit ouais, mais parfois tu n'utilises pas Uranus, Neptune et Pluton, ça fait que 7 planètes. Et alors quand je veux être provocateur, je réponds mais 7 planètes, c'est encore 6 de trop. C'est-à-dire que si j'étais assez bon, eh bien, la maison 1, l'ascendant, et la Lune suffiraient pour pouvoir trouver la même chose. Et c'est parce que je ne suis pas bon que je suis obligé d'avoir cette planète ou 9, ou 10 ou 18. Donc, le tir à l'arc zen, c'est pas je balance une multitude de flèches en espérant qu'il y en a bien une qui va tomber dans la cible. Bon, à la limite, le vrai maître zen, lui, il a les yeux bandés, oui, il tourne le dos, il lâche sa flèche. Bon, et elle va au centre de la cible. Donc, c'est bien la preuve que la réussite, elle n'est pas due à la multiplicité des facteurs, elle est due à un état. Voilà. Et il y a 2 choses que j'ai toujours conservées de mes maîtres. Un, c'est en dire moins, mais le dire juste. Je l'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste, parce que c'est une des conditions du succès de quelqu'un qui veut se lancer dans un cabinet d'astrologue. Et 2, c'est la beauté de la simplicité. Voilà. Ça doit être simple, harmonieux, quasiment une œuvre d'art, voilà. Et pas un machin avec des chiffres partout, tout compliqué. Moi, ça marche pas, ça.
Voilà, j'ai dit comme je pouvais, hein. Ok, bah super. Merci beaucoup, Denis, pour ces précieux conseils et voilà, beaucoup de valeurs que tu partages et que tu nous offres. Donc, merci beaucoup. Oh, Et j'ai tout puis, appris ailleurs, hein. oui, mais Non. au moins tu partages. Voilà, c'est côté pédagogique, pédagogue. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et puis, bien, je tâcherai d'y répondre. Merci à vous. Au revoir. Bonsoir.